J'ai eu l'idée que le robot porte un tout petit centre d'usinage très léger, de façon à aller se positionner sur une pièce où on va venir s'appuyer ou s'accrocher sur un outillage. Et à ce moment-là, le robot manipule, transporte ce petit centre d'usinage. Et le petit centre d'usinage, c'est lui qui va faire les usinages de haute précision dans des secteurs d'une grande pièce. Ça, c'est l'origine du Precibot. Par des petites passes successives, mais qui vont être très rapides, on arrive à faire un volume copeaux, c'est-à-dire l'enlèvement matière, aussi performant, voire plus performant qu'avec des machines qui vont travailler moins vite et par contre qui vont utiliser des plus gros outils. C'est quand même une rupture en fait par rapport à ce qui existait dans le domaine de l'usinage. Je m'appelle Alain Auffray, je suis directeur technique du groupe Pracartis. Nous sommes situés en Haute-Savoie, dans un petit village qui s'appelle Payonnay, et nous avons plusieurs sites dans notre groupe, avec un site dans le nord, un site proche de Figeac et 4 sites en Haute-Savoie. Notre activité principale, c'est la fabrication d'outils coupants, la réparation et la vente et la fabrication d'électrobroches pour faire tourner ces outils coupants. Et nous sommes spécialisés dans le process d'usinage, c'est-à-dire tout ce qui va permettre d'optimiser les conditions de coupe pour des enlèvements de parts copeaux par toute pièce, c'est-à-dire des pièces qui vont être utilisées aussi bien dans l'automobile que dans l'aéronautique, que dans l'horlogerie, que dans le dentaire, que dans les enseignistes, que dans le bois, tout ce qui est usiné ou fabriqué. Donc l'histoire du Precibot, précis pour précision et bot pour robot. La première idée, c'était de faire de la précision sur un robot. Un robot, c'est 6 axes. C'est toujours compliqué de faire une ligne droite en bougeant 6 axes. C'est plus facile de faire une ligne droite en bougeant seulement un seul axe. Et je me suis dit, il faudrait créer une machine hybride, c'est-à-dire une machine qui n'existe pas, qui cumule une machine relativement classique, un mini-centre d'usinage, et un robot. Et ça m'est venu il y a à peu près 10 ans. Donc en 2016, on a décidé avec des partenaires en Haute-Savoie et un projet régional d'aller chercher un projet de financement pour faire de la précision d'usinage sur un robot. Donc nos partenaires étaient Le Créneau, Stobi, Siemens, les Arts et Métiers, Pracartis, une société du groupe, et Précise France, c'était le consortium de ce projet-là qui s'appelle un FUI, c'est un programme de recherche financé régional. Ce Precibot, il a 3 cibles marché possibles. La première, c'est, mettons, un plancher de voiture pour batterie qui va faire à peu près, on va dire, 4 mètres de long et 2 mètres de large. Et ben, dans 4 zones, on a besoin d'usinage de précision. Donc, un robot pourrait accrocher le Precibot dans ces zones d'usinage où on a besoin de précision. Ça, c'est une première application. Il est porté par le robot. La deuxième application, la deuxième cible, ça va être par exemple la maintenance d'une centrale nucléaire qui a besoin de faire un usinage de précision, on va dire un rond extrêmement précis, diamètre 100 mm pour aller mettre un capteur. Pareil dans l'utilisation d'un bateau ou d'un sous-marin où on doit faire des usinages de précision à l'intérieur et on ne peut plus y aller sur une grosse machine, donc ça, on va aller, ou un avion sur un tarmac, que ce soit un avion militaire ou un avion civil, s'il est endommagé par un projectile ou des oiseaux ou je ne sais quoi, eh ben, on peut aller faire un usinage de façon à le réparer et le recharger derrière. Ça, c'est la deuxième cible. Et la troisième cible, donc, ça va être de l'usinage de très haute précision avec très grande dynamique pour de l'usinage de micromécanique qui va être soit horloger, soit des petits moules, du médical, du dentaire, tout ce qui est dans des faibles dimensions et qui demande de la très haute précision. Cette machine, on la voulait moderne. On n'a pas de vis-à-vis ou de moteur. On a des moteurs linéaires qui sont des moteurs avec très peu de mécanique. Et nous avons optimisé les masses en mouvement énormément avec des structures qui viennent de l'aéronautique. C'est-à-dire, la structure de la machine va être conçue avec des systèmes de calcul ANSYS pour optimiser les masses en mouvement. Les masses étant optimisées, elles se déplacent à très grande vitesse, avec une très grande dynamique et avec une consommation d'énergie qui est environ 10 fois moins qu'une machine traditionnelle conventionnelle. Toutes les pièces vont être en aluminium carbone, ce qui ne s'est jamais fait dans le domaine de la machine-outil, avec donc des moteurs linéaires, et nous avons surdimensionné les moteurs linéaires
avec des faibles masses, ce qui fait qu'il ne chauffe pas et on n'a pas besoin de groupe de refroidissement pour le refroidir. Comme il est très petit, il fait à peu près 1 mètre carré, on gagne aussi de la surface au sol dans des bâtiments industriels. Et il y a un autre point qui est important à signaler, c'est qu'il est fait pour faire ce qu'on appelle de l'usinage grande vitesse. Et l'usinage grande vitesse, ça va être des faibles passes avec des très grandes avances. C'est-à-dire, vous imaginez quelqu'un qui a, je dirais, une petite meuleuse à la main, ou on appelle ça une Dremel par exemple, et on va balayer avec une petite fraise pour faire des petites trajectoires. Et ça nous permet de changer des conditions de coupe par rapport à de la grosse machine-outil. Donc les outils vont tourner très vite, vont tourner de l'ordre de 60 000, 80 000 tours, avec des dimensions assez faibles, entre 0,1 mm et 3 mm de diamètre. Et donc ce balayage, ce process UGV, usinage grande vitesse, permet des usinages à sec. Et ça, c'est très important dans le futur. Donc ça supprimerait les huiles de coupe. Nous avons une version en cours qui est une version 5 axes, donc avec 2 axes supplémentaires rotatifs pour usiner des pièces de forme. Donc il va être très bien, par exemple, dimensionné pour usiner un dentier, une mâchoire, une boîte de montre, un boîtier de montre, ce genre de pièces où on demande de la rapidité d'exécution et de la haute précision. C'est des projets de groupe qui nous font un petit peu rêver, je dirais, parce que ça sort de notre daily business. Les retours des médias, des journalistes et des gens qui venaient sur nos stands, aussi au Salon de Global Industrie, nous confortent que c'est peut-être un bon produit. Ouais. C'est un projet qui est en dehors de, je dirais, ce qui nous fait manger habituellement. On le reprend quand on a du temps, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps se dire allez, on se remet dessus. Et ça, c'est un projet de recherche, donc il nous amène pas de chiffre d'affaires et c'est toujours difficile de se remettre dessus pour arriver à le fabriquer à la fin dans un temps qui reste quand même acceptable, ouais, une durée acceptable. Alors, la concurrence du Pressibot dans les applications robotiques et portatives, pour l'instant, elle n'existe pas. Bon, personne n'y a pensé, mais il faut dire que pour l'instant, on n'a pas non plus le marché, parce qu'on n'en a encore jamais vendu dans ces applications-là. Donc, on espère que ça va se développer. Si ça se développe, probablement, on aura de la concurrence qui arrivera. Je dirais qu'on n'a pas de concurrents, on a des confrères qui complémentent notre gamme, mais dans le domaine de la machine-outil à faible consommation d'énergie, pour l'instant, on est très peu nombreux. On a un coût horaire cher, on est un pays, je dirais, avec des formations d'ingénieurs qui sont quand même d'un très bon niveau. On a une très bonne, je dirais malgré tout, une très bonne énergie par rapport à d'autres pays. Et si on veut que relocaliser, on doit absolument innover. On doit se remettre en cause en permanence et pas recopier ce qui s'est fait par le passé. Mais la France a toujours été un pays d'innovation. Hein. C'est parti bien avant les Frères Lumière et ça a continué et j'espère que ça continuera encore. Et notre gros problème aujourd'hui, donc moi je suis président du club Usinage, qui est un club où les industriels et les universitaires font des échanges techniques, c'est motiver nos jeunes pour qu'ils aillent dans nos filières mécaniques au lieu d'aller par exemple dans la finance ou dans la crypto-monnaie, ce qui est quand même un domaine beaucoup plus dangereux que revenir dans la mécanique basique qui nous permet de construire des éléments pour le futur un peu plus écologiques. Je suis né comme ça, en fait. Je peux pas faire autrement, c'est-à-dire que mon esprit est toujours en train de chercher des idées et j'ai la chance d'avoir un poste et entouré de personnes qui sont extrêmement compétentes et performantes. Donc, quand j'ai une idée, je vais voir mes ingénieurs, mes collaborateurs et on en discute ensemble, voir si c'est une idée bien ou pas bien et si elle est industrialisable et vendable derrière. Il y a tout à faire et je dirais que les jeunes, heureusement, poussent les plus anciens à changer un peu ce qui s'est fait pendant 50 ou 100 ans et on n'a pas vraiment le choix.